Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce mercredi 27 mai 2026. La PNH annonce le renforcement durable de ses effectifs à Butte-Boyer dans la plaine du Cul-de-Sac, alors que des opérations ont permis de rétablir partiellement la circulation dans plusieurs zones. Une nouvelle attaque armée dans la Artibonite relance les inquiétudes sur la détérioration du climat sécuritaire. Face à l'expansion des groupes armés sur le territoire national, des organisations de la société civile et des partis politiques s'interrogent sur la sécurité et la transparence du processus électoral. Certains estiment insuffisantes les mesures prévues dans le projet de décret électoral concernant le financement des campagnes. Également à la une dossier carburant, le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, assure que des mesures seront prises pour contrôler la qualité des produits pétroliers distribués dans le pays. Les autorités se disent préoccupées par les informations faisant état d'essence frelatée dans certaines stations-service. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La police nationale annonce le renforcement durable de ses effectifs à Butte-Boyer dans la plaine du Cul-de-Sac après plusieurs jours d'affrontements avec des groupes armés. Dans un communiqué, l'institution affirme avoir repris le contrôle de cet axe routier bloqué ces derniers jours par des barricades érigées par des gangs. Les unités spécialisées ont dégagé la route et rétabli une circulation limitée à Cazaux, Croix-des-Missions et Butte-Boyer. La PNH maintient des patrouilles fixes et mobiles afin d'empêcher de nouveaux blocages selon le communiqué. Par ailleurs, dans l'Artibonite, une attaque de bandits armés a fait 2 morts mardi à Bayonnais et semé la panique parmi les habitants. Des riverains dénoncent l'intervention tardive de la police nationale pour secourir la population. Face à ce qu'ils décrivent comme une stratégie de guerre des groupes armés, ils réclament le déploiement de l'armée avec l'appui d'un service de renseignement efficace. Ce mercredi, les écoles sont restées fermées et une partie de la population a fui la zone. Autre dossier à Métro News, les réactions se multiplient tant du côté de la société civile que des partis politiques au sujet du processus électoral enclenché par le gouvernement. Bien que plusieurs estiment que les élections ne sont pas possibles dans les conditions sécuritaires actuelles, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer ou saluer les dispositions prévues dans le projet de décret électoral. Pour réagir notamment à certains articles du projet de décret, nous recevons le leader du parti UNIR, Clarence Renoir. Monsieur Clarence Renoir, bonsoir. Merci d'être avec nous à Métro News ce soir. Bonsoir Madame Ducasse, c'est un plaisir d'être avec vous sur Métro News et je salue vos auditrices et téléspectateurs et téléspectatrices. Merci encore d'être avec nous. Nous allons commenter l'actualité, notamment parler du projet de décret électoral qui est au cœur de l'actualité, qui fait beaucoup de débats au sein de la classe politique. Vous vous êtes prononcé sur ce projet, notamment sur l'article 130, qui demande à tout parti de présenter, de soumettre une liste de 100 000 adhérents ou sympathisants pour être habilités à participer aux prochaines élections. Vous en êtes défavorable. Pourquoi donc? Écoutez, on n'est pas défavorable parce qu'on veut s'opposer à une démarche qui pourrait être intéressante pour la démocratie. Mais surtout, on s'inquiète, Madame Ducasse, de la démarche antidémocratique, anticonstitutionnelle de ce projet de loi. Et lorsque on fait une analyse objective et sereine de projet A, ou en train d'aller regarder le bien, on va découvrir qu'il y a des caractéristiques qui sont capables de constituer un handicap pour avancer le processus démocratique haïtien. Une expérience difficile que le processus démocratique ça a traversé depuis environ 40 ans. Lorsqu'on a un projet de décret qui est censé organiser l'élection et qui mettait des barrières, ça me relève des barrières, c'est où citer chiffre 100 000 adhérents ou membres pour un parti politique ou regroupement de partis capable de gagner. Je pense que c'est une barrière qui est trop élevée, qui est capable de constituer un handicap pour permettre l'inclusion dans l'élection. Parce que soit faire élection, c'est pour la démocratie, il faut inclure, non pas exclure. Et démarche ça,
li exclu des partis politiques. Deuxièmement, li antidémocratique parce que tout simplement, li en violation à la Constitution. Sa Constitution en dit pas respecter, notamment sur le fait que le Conseil électoral provisoire là doit une institution totalement et complètement indépendante du pouvoir exécutif. Ce n'est pas sans raison que le législateur, en 1987, leur a fait constitution, sous base d'expérience passée dans le pays, côté que c'était le ministère de l'Intérieur qui a fait élection, donc un appareil gouvernemental de l'État au pouvoir, du pouvoir en place, et bien ils ont retiré le pouvoir là, ils ont mis dans une institution indépendante qui doit être crédible, qui ne doit pas subir pression de la part de l'exécutif. Et donc, le fait qu'on introduit un conseil, pardon, une direction générale nommée par la primature, en l'occurrence, au sein de ce conseil, c'est effacer totalement le conseil-là et là, article par article, vous allez et aspect antidémocratique. Ça. Et enfin, il y a une caractéristique aussi partisan, c'est-à-dire, c'est une élection, selon le projet ça, qui est taillée pour une série de monde et contre l'autre monde. Qui monde ça? Monde qui gagne cob, qui a participé à une élection, parce que frais de participation pour un candidat tellement élevé que les constituer une barrière pour des jeunes femmes et hommes qui t'auraient porté contribution faire avancer la démocratie dans le pays d'Haïti et qui motivés par le fait que vous avez gagné l'échec dans le temps passé, vous avez une porter contribution. Donc, nous mettons une barrière pour eux et aussi lever barrière là à 100 000 membres pour demander pour parti politique yo bail, moi pense que son porte ouverte à la corruption, à la fraude. Donc, deux éléments majeurs qui contre la démocratie, l'argent et la fraude. Peut-être ça nous dit que décret ça, projet de décret ça, li pas bon Jean Lia, faut qu'il change. Alors, évoquer plusieurs points, mais en nous avancer sous point 100 000 ans d'abord. Selon le gouvernement, il y a une question 100 000 membres blancs, c'est pour éviter ou bien inviter plutôt partis politiques regroupés, constituer des regroupements. Nous connaissons que gagner plus de 300 partis qui étaient agréés par Conseil électoral provisoire là. Est-ce que selon vous-même, vous êtes capable de chercher une plus bonne formule pour demander partis regroupés que tout simplement imposer la question des 100 000 ans? Est-ce que vous avez l'autre alternative selon vous-même? Oui, il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs expériences qui sont faites dans l'autre pays qui montraient que il y a des solutions qui moins problématiques, en tout cas qui plus démocratiques, pour permettre des regroupements de partis politiques ou en tout cas une réduction du nombre des partis politiques. D'abord, c'est par la loi qu'on réduit les partis politiques. Ce n'est pas par le regroupement forcé. L'augment des partis politiques ou bien regroupement de plus de 100 000 membres, ou pour contraindre certains là-dedans à faire des alliances qui sont capables des alliances dangereuses contre nature pour la démocratie et pour la stabilité particulièrement. Donc ça, c'est pour moi-même une précaution que nous devons prendre. Et nous allons un exemple, ou plutôt des exemples de pays qui semblent à Haïti, les pays du Grand Sud, qui font une même expérience démocratique avec nous et qui ça offre puis rejoindre une solution à problème de prolifération de partis politiques là-haut. Deuxièmement, son porte à la fraude que lié. Pour qui ça? Parce qu'en réalité, Madame Ducasse, pas aucun parti politique haïtien à l'heure actuelle qui gagne dans le registre 30 000 membres, voire 100 000, qui régulièrement inscrit et qui s'aiment relire, entre guillemets, encarté. Ça veut dire que il y a aux cartes. Pas aucun parti politique en Haïti qui délivre 30 000 cartes ou bien 100 000 cartes à membres. Il n'y a pas ça là-dedans. Ça n'existe pas. Parce que la réalité sociopolitique d'Haïti fait que parti politique sont faibles, ils n'ont pas capable de membres là-dedans. Pour membres ça vraiment des membres de partis politiques qui ont carte dans les mains, qui ont assisté à la réunion, qui ont cotisé pour faire partie. Ça n'existe pas. D'ailleurs, partis politiques haïtiens, c'est des partis qui sont centralisés dans Port-au-Prince pour la plupart là-dedans. Il n'y a aucune représentation régionale, départementale ou communale connue. Donc, ça montre les difficultés qu'il y a pour gagner 30 000 membres, voire pour gagner 100 000 membres. Donc, une des solutions, c'est une solution que nous, partis politiques, avec d'autres partis politiques, nous avons étudié ensemble, qui sont dans des experts latino-américains qui étaient venus en Haïti, qui étaient venus regarder des problèmes avec nous, et qui dit qui ça? Qui dit, quittez partis politiques qui participent à l'élection, mettez une condition qui fait que, lorsqu'on saute dans l'élection, si vous pas fait seuil que le conseil électoral a fixé,
ou pas habilité à aller encore dans l'élection pendant un certain temps. Donc, pour le Ça, moment, peut-être quitter 300 partis participer dans la prochaine élection cap gagné. Et puis, si avec des après, conditions. nous sommes capables de mettre ça en application. Selon ça, nous comprenons. Exactement. OK. C'est-à-dire, et même l'auditoire sans parti politique à participer dans l'élection, il y a des conditions qu'à mettre. Conditions capables effectivement frais un peu élevés. Mais qui peut être privé à 2 millions pour président, même je lis dans le projet décret. Justement, parce que quel est le danger d'en demander autant d'argent pour un candidat au Sénat? Imaginons une jeune femme ou bien un jeune homme qui gagne une trentaine et qui a envie de le présenter comme candidat au Sénat de la République. Et pour vous dire, il faut le payer 500 000 gourdes. Bon, même s'il y a avantage pour mesdames, même s'il y a avantage pour mesdames, pour les gens qui sont handicapés. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, écoutez, la peur, la précaution qu'il y a, c'est que vous êtes capable de gagner une élection qui gagne là-dedans une perversion de l'argent qui peut pervertir le bulletin électoral mondial et pervertir la démocratie. C'est-à-dire, démocratie. C'est-à-dire, les gens qui gagnent cob, ou par contre qui cob, capable d'accaparer candidat parce que dit bon m'a payé pour vous, m'a fait campagne pour vous, donc ou ces candidats après m'acheter vous. Il faut que nous tirions l'expérience de passé récent que nous gagnons et je peux en cela vous faire une confidence, Madame Ducasse. Le président Jovenel Moïse avant sa mort m'a confié à moi Clarence Renoir, il dit Clarence, moi je regrette que je gagne autant de monde qui t'a financé campagne moi parce qu'il y a un problème pour le gérer l'État de manière équitable. Donc ou pas qu'à faire une élection pour mettre l'argent là-dedans comme une compétition. Les gens qui gagnent plus l'argent, c'est les qui gagnent l'élection, c'est les qui ont l'occuper le pouvoir politique là. Moi, je pense que c'est un danger pour la démocratie. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'une réflexion profonde qui est faite au sein de la société civile en général, avec le pouvoir de transition qu'il a, pour nous garder qui meilleure formulation d'un projet de loi, d'un décret électoral nous capable de joindre, pour ne pas endommager, handicaper la démocratie et pour permettre d'être dire émergence de nouvelles figures politiques, des jeunes qui ont honnêteté, qui ont envie de servir le pays, qui ont venir dans l'élection. Au contraire, c'est ça nous besoin pour nous régénérer la classe politique là, pour que nous ne pas recopier et reproduire même ça que nous avons dans le passé. Monsieur Clarence Renoir, sachant qu'il y a plusieurs acteurs politiques qui prononcent et qui ne sont pas trop favorables ensemble avec le projet décret électoral, est-ce que nous discutons entre nous, est-ce qu'il y a une sorte de pression que nous mettons sur l'exécutif là pour que le projet décret ça ne pas voté prochainement? À ma connaissance, pas qu'il y ait une concertation entre les partis politiques. Cependant, ça me constate, c'est que gagnent et comment on dit ça, gagnent à distance, gagnent côté rencontré. Majorité monde dirigeants de partis politiques et potentiels candidats et autres, majoritairement, yo prend en pile précaution pour dire que loi ça n'est pas bon et faut changer. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir un front pour le faire? Moi, je t'ai si au bon front a plutôt élargi, pas seulement aux partis politiques, mais aussi à la société civile. Parce que ça qu'a joué là, c'est pas seulement question parti politique, c'est question de la démocratie. Donc, pour favoriser la démocratie, il faut qu'on permette que la société civile a tout exprimé préoccupation par rapport à projet de décret ça, qui montrait une démarche de mainmise tout de contrôle que l'exécutif a besoin de gagner sous conseil là, qui vient paraître selon décret loi ça, comme une simple assemblée d'observateurs et que c'est un directeur général qui va diriger pratiquement l'opération électorale et directeur général ça, c'est sous contrôle en bas main exécutif l'allié. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose pour l'expérience démocratique en cours. Monsieur Clarence Renoir, merci infiniment, merci. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Fait battre bouche ça dans Métro News à Soya. Merci beaucoup de m'avoir invité, Madame Ducasse. Merci encore. Merci. Voilà donc les précisions du leader du parti UNIR, Clarence Renoir. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Des partis politiques et des organisations de la société civile s'inquiètent de la sécurité du processus électoral face à l'expansion des groupes armés sur le territoire national. Ils exhortent les autorités à faire preuve de vigilance face au risque de financement occulte, notamment ceux impliquant des groupes armés.
Si le projet de décret électoral fixe le cadre du financement ainsi que les sanctions applicables en cas de violence des règles, Édouard Poultre, dirigeant de Ensemble contre la corruption, juge ces mesures insuffisantes et plaide pour la mise en place d'une task force spécialisée. De son côté, Clarence Renoir, leader du parti UNIR, met l'accent sur la nécessité de renforcer les mécanismes d'application des décisions institutionnelles. Compte rendu de Garbijan. Le projet de décret électoral en son article 187 est très clair. Tout candidat, parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques soumet au ministère de l'Économie et des Finances, à l'UCREF et à l'ULCC, chaque premier du mois, à partir de son inscription ou enregistrement au CEP, la liste détaillée et complète de tous les dons reçus et des donateurs, sous peine d'interdiction de participer aux élections. Cette mesure vise à lutter contre le financement occulte des scrutins. Édouard Poultre, d'Ensemble contre la corruption, est préoccupé par ce sujet depuis un certain temps. S'il salue l'initiative, il estime qu'elle demeure incomplète. Et ça, c'est une bonne décision, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut mettre en ce task force et pour que dès que les opérations électorales et la campagne électorale démarrent, que ce task force puisse se réunir en permanence et pour examiner les flux financiers qui vont vers les partis politiques, les groupements et les candidats. Le responsable d'une organisation de la société civile craint surtout l'influence des gangs. S'ils ont réussi à paralyser des pans entiers des activités du pays, les autorités ne devraient pas les sous-estimer, estime M. Poultre. Ces dernières doivent impérativement empêcher toute infiltration des institutions publiques par les réseaux criminels. Il enjoint les instances de contrôle, comme le MEF, l'UCREF et l'ULCC, à constituer une cellule spécialisée pour analyser en temps réel les moindres transactions impliquant un parti ou un leader. Parce que ce qu'il y a, c'est que depuis pratiquement que nous subissons la loi des gangs dans ce pays, c'est l'économie criminelle qui fonctionne. L'économie criminelle, il tire beaucoup d'argent et c'est de l'argent cash qui viennent alimenter ces gangs-là. Et l'argent, le cash, quand ils l'ont, ils peuvent donc l'utiliser n'importe comment et ils peuvent gagner les campagnes électorales avec le cash qu'ils ont en main. S'ils investissent dans les campagnes électorales de certains candidats, ils vont gagner les élections. Et là, vous aurez un parlement contrôlé par les gangs, les municipalités contrôlées par les gangs et même la présidence du pays contrôlée par les gangs. Tant que le climat sécuritaire reste alarmant, la fiabilité du processus électoral demeure précaire. Malgré plusieurs initiatives passées pour endiguer ce phénomène, celui-ci perdure de manière clandestine, observe Clarence Renoir, le responsable du parti UNIR. À ses yeux, le défi majeur de l'État réside dans la mise en œuvre de mécanismes capables de faire fonctionner l'appareil public. Décret ou loi toujours dit ça, mais en réalité, pas jamais de contrôle qui fait vraiment et tout le monde connaît qu'en pile fois, en pile l'agence sale entrer dans le circuit électoral là, il y a des gens même qui te poursuivent par des instances étrangères ou nationales pour questions de trafic de tout genre, de toutes sortes, et qui trouvent eux dans le circuit électoral là jusqu'à ce qu'ils soient élus. Et au fait de mandat, des opportunités pour protéger contre la justice et justement ouvrir établir une d'impunité dans le pays. Moi, je crois que c'est très sérieux question ça, il ne faut pas prendre à la légère. Et même si la loi dit, mais est-ce que il y a des mécanismes qui prévoient très sérieux pour le faire? Daniel Syriac, de l'Organisation du Peuple en lutte, assure que son parti s'acquitte régulièrement de ses devoirs conformément aux prescrits des lois. D'après lui, les joutes électorales doivent être protégées des gangs à cravate, comme de ceux à sa patte. Mounou est à terre et qui a un problème avec les amis qui n'en ont. Donc c'est ils ont parti point iceberg là et maintenant il y a de gros chefs de gang qui eux-mêmes est caché dans le système premier clan qui est campé derrière
à Sapatio, nous craignons pour ne pas joindre couloir pour être capable de pénétrer le processus. Si la sécurité publique s'impose comme un facteur indéniable pour la tenue des votes, la transparence des opérations n'en demeure pas moins préoccupante pour ses leaders. Malgré les mesures de coercition envisagées par le passé, les dérives sont presque systématiques. Entre enjeux éthiques et faiblesses institutionnelles, le pays peine depuis des années non seulement à garantir des élections, mais il s'avère également incapable d'en garantir l'équité. Toujours dans ce chapitre, des membres de l'opposition dite plurielle dénoncent les dispositions prises par le gouvernement dans le projet de décret électoral. Les 100 000 membres réclamés constituent, selon le chef de file de la structure, Jean-Tel Joseph, de manœuvres politiques mises en œuvre dans le but de truquer les données de l'ONI. Il déplore également les pouvoirs qui seront délégués au directeur général du Conseil électoral provisoire. De plus, M. Joseph souligne que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des élections. L'opposition dite plurielle réclame le départ du Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé. Reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Des membres de l'opposition plurielle ne gardent pas le silence par rapport à l'article 139 du décret électoral. L'augmentation des 100 000 membres est une manœuvre à des fins politiques, de l'avis exprimé par le chef de file de l'opposition dit plurielle, Jean-Tel Joseph. Dans une minute, je parle, il n'y a pas de parti politique qui agréé encore. Yo dit tout parti politique doit conformer avec nouveau décret qui demande 100 000 personnes pour inscrire. C'est parce que yo gen nommé yo base de données l'ONU, yo décidé yo même yo gen groupe pa yo y a fait cadeau base de données pour faire. Les positions ne changent pas. Le départ du pouvoir en place. Si l'opposition plurielle a accordé une période de grâce au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, les temps ont changé, paraît-il. Non, même décret ça, directeur général ça a un pouvoir. C'est lui pour gérer les fonds du conseil électoral. Il a un pouvoir. Vous entendez ça m'a dit bien. Directeur général ça a un pouvoir. C'est lui pour faire concours pour bec pour bed. C'est lui qui a un pouvoir pour publier résultats élections, tant les résultats partiels que résultats définitifs. Malgré les différents mouvements de protestation qui ont essuyé des échecs apparemment, des membres de l'opposition dite plurielle n'entendent pas lâcher prise. Ils envisagent de fouler le macadam à nouveau en vue de faire passer leurs revendications les 6 et 7 juin prochains. Inauguration mercredi de 2 pôles judiciaires spécialisés contre les crimes de masse, les violences sexuelles ainsi que les crimes financiers complexes. Ces structures sont dédiées à la lutte contre la corruption à grande échelle, le blanchiment d'argent et les délits économiques qui affaiblissent les ressources nationales et alimentent l'insécurité. Cette initiative, considérée comme une avancée majeure dans la modernisation du système judiciaire haïtien, vise à renforcer la lutte contre l'impunité, souligne le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Présent à la cérémonie d'inauguration, des représentants diplomatiques ont salué cette démarche, soulignant qu'il est impossible d'instaurer une démocratie là où les crimes les plus graves restent impunis. Suivez ce compte-rendu signé Réti Fortuné. Il aura fallu attendre plus d'1 an après l'adoption du décret portant création des pôles judiciaires spécialisés en Haïti pour que le gouvernement procède officiellement à leur inauguration. Ces structures désignent 2 entités spécialisées pour moderniser le système pénal, lutter contre l'impunité, la criminalité financière et les crimes liés aux gangs. Si les locaux abritant ces pôles sont très étroits, les tâches qui attendent les magistrats sont immenses au regard du nombre de dossiers qui devront être traités, reconnaît le président du CSPJ, Maître Jean-Joseph Leboin. Collègues magistrats de la Cour d'appel et du tribunal de première instance de Port-au-Prince, la mission qui vous est confiée est noble, mais également exigeante. Vous aurez à traiter des dossiers sensibles, complexes et souvent lourds de conséquences pour la stabilité sociale, la sécurité publique et la confiance des citoyens dans l'état de droit que nous tous
haïtiens conséquents rêvons pour ce coin de terre légué par Dessalines. Ces 2 pôles judiciaires spécialisés seront administrés par 25 magistrats. Leur mission consistera à traiter les dossiers liés aux crimes financiers organisés ainsi qu'aux violences sexuelles. Ils lutteront contre l'impunité en traquant les commanditaires, les complices des gangs et tous ceux qui croyaient pouvoir échapper à la justice grâce à leur influence ou à leurs ressources, a rappelé le Premier ministre lors de son allocution. Alix Didier Fils-Aimé a souligné la nécessité de combattre ces infractions de toutes sortes, faisant le lien entre la lutte contre la corruption, l'éradication de la violence, le renforcement de la justice et l'organisation d'élections crédibles dans les meilleurs délais. Ces juridictions d'élite, composées de juges, de procureurs et d'experts spécialisés, incarneront l'efficacité judiciaire. Elles permettront de briser l'omerta, de traquer les commanditaires cachés, les complices des gangs et tous ceux qui pensaient que leur argent ou leur pouvoir les mettait à l'abri de la justice. Outre des membres du gouvernement et du système judiciaire, cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant spécial, du secrétaire général de l'ONU, Carlos Ruiz Massieu, ainsi que des représentants du corps diplomatique et consulaire accrédités en Haïti. Ces derniers affirment qu'aucune société ne peut se reconstruire si les crimes les plus graves restent sans réponse, soulignant leur volonté d'accompagner le gouvernement dans cette quête. Xavier Michon, ambassadeur de France, et Carlos Ruiz Massieu se sont exprimés en ce sens lors de l'inauguration. Car aucune société ne peut durablement se reconstruire si les crimes les plus graves restent sans réponse. Aucune démocratie ne peut fonctionner si la corruption détruit la confiance des citoyens. Et aucun État ne peut retrouver son autorité si la justice ne peut agir librement, efficacement et en sécurité. La criminalité complexe ne se laisse pas saisir par les seuls instruments ordinaires de la procédure pénale. Elle requiert des magistrats formés, des enquêteurs spécialisés. Notons que le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes et délits financiers complexes est chargé de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions économiques d'envergure telles que la corruption. De son côté, le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes de masse et des violences sexuelles se consacre aux affaires liées au massacre, aux enlèvements collectifs et aux violences sexuelles. Pour refermer la page nationale de Metro News, le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, assure que ses équipes sont à pied d'œuvre pour contrôler la qualité du carburant, tant dans les terminaux qu'au niveau des pompes. Il affirme avoir reçu des informations selon lesquelles l'essence est frelatée avant son arrivée dans certaines stations-service. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était invité de la rubrique Le Point ce le mercredi. On écoute ses propos. Oui. Et ministère du Commerce, nous gagnons plusieurs services d'oléance. Nous gagnons de manière numérique, nous gagnons via téléphone et tout. Donc, en pile compatriotes, en pile citoyens, et adressez-nous et problème ça, et nous conscients du problème ça, et déjà équipe et direction contrôle et qualité et quand on a pied d'œuvre pour que nous chercher et solutionner ça. Donc premier bagage nous dit avant même que l'État rentre dans question ça parce que c'est même bagage là, même si on fait pour de loi, c'est même bagage on va le faire là tout, c'est font étude parce que nous pas juste parce que un monde, deux monde, trois monde dit ça, oui, son constat le cahier pour eux, mais moi-même en tant que personne responsable, je ne peux pas juste dire ça, dire c'est vrai sans que moi-même pas chercher cette preuve là. Donc le ministère a une responsabilité pour lui mener des inspections à la fois dans le terminal et à la fois côté et dans les pompes à essence pour nous regarder. Mais dernière fois on a fait étude ça. Et il était révélé que un problème, et problème n'est pas situé dans le niveau terminal, mais c'était plus dans le niveau et pour pas essentiel. Ça veut dire que dans le décalage entre les camions citernes, prendre le terminal là pour arriver dans le essentiel et gagner
des cas produits à des monde pour des raisons diverses et trafiquer. Et donc, ça, nous pourrions regarder tout ça. Excusez-moi, monsieur le ministre. Là, on dit nous que gaz là est pendant le terminal là. Non, ça c'est pour étude qui fait Kounia là. Il y a en cours, il y a beaucoup de rapports études là, je ne sais pas qui ça révélé. Moi, la dernière fois, c'est un sommet qui gagne 7 ou 8 ans. Oui, c'est sous dernier. Voilà, il fait tout ça déjà. C'est que l'arrivée dans le terminal là, c'est comme si les gens fait prélèvement, il n'y a pas de problème. C'est lorsque nous fait prélèvement qu'on y a dans Popaye Sassan, nous voyons que un décalage entre ça qui est prélevé dans le terminal là et Popaye Sassan. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que en cours de route, intervention qui fait tout trafiquer. Voici le rappel des titres à la une de ce soir. La PNH annonce le renforcement durable de ses effectifs à Butte-Boyer dans la plaine du cul-de-sac, alors que des opérations ont permis de rétablir partiellement la circulation dans plusieurs zones. Une nouvelle attaque armée dans l'Artibonite relance les inquiétudes sur la détérioration du climat sécuritaire. Face à l'expansion des groupes armés sur le territoire national, des organisations de la société civile et des partis politiques s'interrogent sur la sécurité et la transparence du processus électoral. Certains estiment insuffisantes les mesures prévues dans le projet de décret électoral concernant le financement des campagnes. Dossier carburant, le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Bounazar, assure que des mesures seront prises pour contrôler la qualité des produits pétroliers distribués dans le pays. Les autorités se disent préoccupées par les informations faisant état d'essence frelatée dans certaines stations-service. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Restez branchés, la programmation continue. Bonsoir.